Putain, mais pourquoi on a le même pull? Je sais pas, je l'ai vu sur TikTok et je sais pas, je l'ai trouvé cool, du coup je l'ai acheté. Et les gars, devinez quoi? J'ai acheté le même pull. Oh putain. Putain, c'est chaud. Ah les gars, c'est chaud là. On est des moutons. Bah. Je m'appelle Thomas et avec mes potes, on a vu qu'on avait souvent les mêmes vêtements. Donc on a fait des recherches dessus et c'est comme ça qu'on a découvert la fast fashion. Le son qui dérange. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Dans cet épisode, on vous parle de la fast fashion. Je m'appelle Aubrey Novak et j'ai 16 ans. Je m'appelle Thomas Récampagnol, j'ai 15 ans. Moi, je m'appelle Adélaïde, j'ai 16 ans. Moi je m'appelle Diego Kirten, j'ai 15 ans. Fast fashion. Vous entendez ces bruits? On est dans l'usine Rano Plaza au Bangladesh. Des milliers de travailleurs y sont exploités. Les conditions de travail sont déplorables. Salaire insignifiant, heures supplémentaires non payées, équipement de sécurité insuffisant, intoxication aux produits chimiques, interaction entre travailleurs et syndicats interdite, et encore bien d'autres atrocités. Dans une région industrielle en Chine, en moyenne, 3 personnes se suicident par mois, soit 35 personnes par an. Tout ça pour un simple pull gris. Vous écoutez le son qui dérange. Fast fashion. Je suis Denis Clérin, je travaille pour l'association Achact qui défend le droit des travailleuses de l'habillement. Les conditions de travail dans les circuits de la fast fashion, en général, c'est des conditions où la sécurité est compliquée, les salaires sont excessivement bas et les droits du travail ne sont pas respectés. Alors le problème de base, c'est que les travailleuses, parce que c'est 85% des personnes, ce sont des femmes, n'arrivent pas à vivre décemment. Pouvoir manger, pouvoir payer son loyer, ses vêtements, l'école des enfants. On voit que en travaillant à peu près 6 jours semaine, ils ne parviennent pas, avec le salaire qu'ils reçoivent, d'avoir une vie décente. Derrière ça, souvent aussi, c'est que pour obtenir des salaires plus hauts ou plus de sécurité, grâce à un syndicat, généralement, on permet d'avoir des meilleures conditions. Or, il y a pression qui sont faites sur les syndicats pour qu'il n'y ait pas de syndicat dans l'entreprise. Et avoir un syndicat, c'est d'avoir une voix collective. Parce qu'un travailleur ne peut pas se défendre tout seul, sinon il risque sa peau. Et ça, c'est un problème, c'est que la liberté d'association n'est pas assurée, même si elle est inscrite dans la plupart des pays. En général, elle n'est pas assurée sur le terrain. Ça me met mal parce que je vois de loin dans des documentaires, dans des reportages et tout, que les gens sont maltraités, les gens travaillent mal, la pollution que ça engendre et les profits que font les grandes entreprises sur ça, et je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça aberrant. C'est n'importe quoi. On n'a pas besoin d'autant de vêtements, ni d'autant d'exploitation. Ce système m'a rendu un peu flou au début, parce que c'était compliqué à comprendre et à aborder, parce que on n'en a pas vraiment conscience. Quand on regarde autour de nous, dans la rue, dans les gens, on voit pas d'ouvriers au Bangladesh.
Donc on a du mal à se dire que ça existe et que c'est présent sur la Terre. Notre pull est maintenant sur un cargo porte-conteneurs en direction de la Belgique. Il y sera embarqué dans un camion qui le conduira dans notre magasin de fast fashion préféré. Il y a 10 ans, ce genre de voyage contribuait déjà à 2,2% des émissions mondiales de CO2. D'ici 2050, ce chiffre pourrait augmenter de 50 à 250%. Ces émanations de gaz sont aussi responsables de la mort de plus ou moins 50 000 personnes par an, ce qui équivaut à la capacité du stade Roi-Baudouin. Les humains ne sont pas les seuls impactés. La biodiversité aussi en prend un coup. Le rejet des substances nocives provoque des marées noires. Pétrole. Les bateaux entrent en collision avec des animaux. Élastane. Ces chocs peuvent être mortels. Microfibre. Polystyrène. Le boucan des bateaux brouille le sonar de certains animaux marins. Tout ça pour un simple pull gris. Alors, on produit aussi bien loin, c'est-à-dire majoritairement en Asie, mais on produit aussi en Europe. Et l'intérêt de pouvoir produire en Europe, c'est que les grandes marques veulent aussi qu'il y ait des entreprises qui ne soient pas très loin des consommateurs, pour pouvoir aussi produire des vêtements qu'ils essayent, ne sont pas encore sûrs que ça va se vendre, et que comme c'est plus proche du consommateur, la production est plus rapide et on fait un essai. À partir du moment où ce sont des plus grands classiques, des vêtements dont on est sûr qu'ils vont se vendre, alors là, ils peuvent se permettre de le faire plutôt plus loin, que ce soit en Chine ou au Bangladesh ou au Pakistan. Donc, on produit bien ici, et majoritairement en Europe orientale, dans des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, qui sont des pays de l'Union européenne, mais aussi dans les Balkans, aussi aux frontières, Moldavie, Géorgie. Et ce sont des pays qui sont des grands, très très grands producteurs. Et je dirais qu'après la Chine, le deuxième producteur de vêtements pour la fast fashion, c'est au niveau européen. Et ça, on l'oublie souvent. Mais du coup, à qui la faute ? Avec TikTok, Instagram ou encore Pinterest, on est constamment face à de nouveaux codes vestimentaires. Tous les mois, toutes les semaines et tous les jours, on est confronté à une nouveauté. Les marques se servent de notre besoin d'appartenance pour s'en mettre plein les poches. Vient ensuite le gaspillage textile. La mode passe en quelques mois. Avec les algorithmes, les réseaux sociaux savent qui on est et ils finissent par nous définir. On a tous envie de ce simple pull gris. Par rapport à ce système, moi je me situe un peu au milieu parce que je n'achète pas vraiment en grande surface, mais je récupère beaucoup de vêtements de grande surface. Donc c'est de la récupération, mais de grande surface, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Et c'est un peu mitigé. Eh bien moi, je m'habille qu'en seconde main. Ça fait au moins 2 ans que je m'habille plus en fast fashion à cause de toutes ces raisons. Et du coup, j'essaye d'être la plus éthique possible. À partir du moment où j'ai commencé à m'habiller en seconde main, moi, ça m'a aidé à trouver mon style, ma personne. Enfin, ça m'a un peu donné confiance en moi, enfin, la façon dont je m'habille. Donc, c'était plus pour me trouver moi. Mais pourquoi le phénomène de la fast fashion persiste ? Avec la fast fashion, tout va vite. C'est tout de suite. En seconde main, il faut prendre son temps. Le vêtement désiré paraît parfois introuvable. En fast fashion, il y a les vêtements tendance voulus par tous. Ils ont la taille parfaite, la couleur parfaite, la coupe parfaite. Bref, ils sont parfaits.
On ne passe pas son temps à chercher. Tout est disponible. Les stocks sont illimités. Mais il y a un autre problème avec la fast fashion. Les vêtements sont de mauvaise qualité. Après un lavage, ils sont déjà abîmés, voire même déjà démodés. Alors, on rachète, on rachète, on rachète. Tout ça pour un simple pull gris. Bienvenue dans le cycle infernal de la fast fashion. La dernière fois que je me suis retrouvé dans un grand magasin de vêtements, c'était chez Primark. Ce magasin est rempli de vêtements, c'est super oppressant, il y a tout le monde qui court partout. En plus, en période de solde, tout le monde qui achète, qui ont des paniers remplis à bloc et qui se plaignent, il fait chaud, il y a de la musique, tu te sens mal, quoi. Et tu vois les gens qui consomment, et moi ça me donne un mal-être fou, genre je me sens mal à l'aise dans ces magasins-là. Donc moi, la dernière fois que je me suis retrouvée dans un magasin de fast fashion, c'était après les vacances de Noël. Et c'était dans un H&M. Et je cherchais un pantalon. Et c'était exactement le système de quand on est piégé. C'est-à-dire que j'avais besoin d'un pantalon en urgence. Et je suis allée dans un magasin où je sais qu'il y aurait le pantalon que je voulais. En fait, pour moi, le problème dans la fast fashion, c'est qu'on est juste piégé parce que tous les vêtements qu'on veut, on les a pour pas cher et directement. Maintenant, je vais en friperie. J'essaie vraiment d'aller en friperie. Mais des fois, j'ai la flemme. Et c'est ça le problème. Et du coup, ça m'arrive des fois de temps en temps encore de chercher la facilité et du coup d'aller en fast fashion. Vous écoutez le son qui dérange. Le son qui dérange. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour les aider ? Alors, la première chose à faire, c'est d'informer le plus grand nombre de gens. Dites-le que derrière la fast fashion, il y a des conditions de travail, il y a des millions de gens qui ne vivent pas décemment et que c'est réellement problématique. Quand vous rentrez dans un magasin, vous êtes uniquement confronté aux produits. Vous avez des centaines de pulls, de pantalons, de chemises, mais rien ne vous dit dans quelles conditions et qui a produit ça. Et donc là, notre travail, c'est justement d'ouvrir ces coulisses. Une des choses qu'on peut faire, c'est de reposter des informations que vous avez ou dans les discussions que vous avez, de pouvoir le dénoncer. Une autre, c'est si vous avez l'occasion de signer une pétition. Je donne juste un exemple. Il y a 10 ans, il y a un bâtiment qui s'appelle le Rana Plaza qui s'est effondré, où se produisait pour des marques d'ici, comme Mango ou Benetton ou Carrefour, qui produisaient dans ce bâtiment qui s'est effondré. Suite à son effondrement, on a lancé une pétition pour que ça n'arrive plus jamais. Il y a eu 1,5 million de personnes en Europe qui ont signé. C'est énorme, 1,5 million. Et la pression était telle que les marques ont dit « Ok, on va signer un accord sur la sécurité des bâtiments ». Et c'est un accord qui a permis justement à ce qu'il y ait des contrôles dans les usines et une meilleure sécurité. Et donc c'est pour vous dire, c'est que quand le citoyen s'empare de la chose, bon là il y avait l'émotion très grande, il y a quand même eu 1138 personnes qui sont mortes. Voilà, et les gens se sont bougés et ça a donné du résultat. Je me sens piégée et coupable parce que j'en suis consciente. Je suis au courant, j'ai travaillé sur ça à l'école, je connais ce sujet, on a vu ça partout sur les réseaux, et pourtant, je vais encore en fast fashion. En soi, il faut pas juger, faut que les gens se remettent en question, mais il faut pas juger les gens. On n'est pas des acteurs parfaitement directs de ce qui se passe, donc c'est un peu compliqué de se dire qu'il faut culpabiliser par rapport à ce qu'on fait, si tout ce qu'on fait, c'est essayer de trouver des vêtements qui nous vont, mais on peut réfléchir plus sérieusement à la provenance des vêtements pour faire attention et se dire que même si on n'est pas acteur direct, il faut qu'on fasse attention pour prévenir les acteurs directs du mal qu'ils font aux gens. Le son qui dérange. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Le son qui dérange est une production d'Oxfam Magasin du Monde et du Xara ASBL. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne par l'intermédiaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du projet Mind Changers,
Des régions et leur jeunesse s'engagent pour la planète, ses habitants et habitantes. Son contenu relève de la seule responsabilité d'Oxfam Magasin du Monde et du Xara ASBL et ne reflète pas nécessairement les vues de l'Union européenne.